Bonjour et bienvenue sur Test & Driving, j'espère que vous allez bien. Alors, entre 2019 et 2020, le constructeur japonais Suzuki disposait d'un large choix au sein de sa gamme, avec un catalogue très complet qui permettait de répondre à toutes les attentes de tous les utilisateurs. Enfin tous, presque, puisque en entrée de gamme, on avait la Suzuki Ignis, au milieu, on avait la Vitara, et en haut, on avait la Suzuki S-Cross qui était le SUV baroudeur hybride. C'est bien, mais il manquait quand même quelque chose. Il manquait un véhicule haut de gamme. Et pour combler ce manque, en 2020, Suzuki et Toyota ont signé un partenariat commercial qui a permis à Suzuki d'intégrer deux nouveaux véhicules au sein de sa gamme, à savoir la Suzuki Sways qui est le clone de la Toyota Corolla et surtout la Suzuki Across qui est le clone du Toyota RAV4. Et c'est le véhicule qu'on va essayer aujourd'hui. Il est derrière vous, je vous le présente tout de suite. Allez, c'est parti! Vous avez pu le voir dans les images de présentation, la Suzuki Across est le clone du Toyota RAV4. On a toujours ce très gros SUV, ça utilise la même plateforme, c'est la même voiture. C'est très gros, ça fait 4,63 m en longueur, ça mesure 1,85 m de large pour une hauteur de 1,69 m. Pour le reste, on a toujours cet effet sac à dos au niveau de l'arrière avec ce coffre relevé. On a toujours ce côté un petit peu anguleux au niveau de la forme. Mais la Suzuki Across se distingue par des petits détails qui sont sympathiques, avec entre autres une finition noir laqué au niveau des tourdelles avant et arrière. On peut noter qu'on a des barres de toit noir laquées également. On a juste un léger chrome ici sur le haut des fenêtres, le reste est noir. C'est sympathique, ça se marie très bien avec cette couleur qui est proposée de série. C'est le Dark Blue Mica, c'est un bleu-violet profond, il est vraiment très sympathique, ça lui va très bien. Et puis on voit que sur cette voiture, on a des jantes de 19 pouces en aïe allégé poli. Et les pneus sont des Yokohama en 235/45 par 19. Ce sont des pneus hiver que Suzuki m'a monté pour l'essai. De série, normalement, ce ne sont pas ces pneus-là, mais je ne peux pas vous dire vraiment lesquels ils mettent d'origine. Pour le reste, on peut voir que la voiture, elle est quand même belle. On a des vitres surteintées à l'arrière, c'est de série. Alors c'est le choix de chez Suzuki. Chez Suzuki, vous allez sur le configurateur, vous choisissez la voiture, vous n'avez qu'une seule gamme avec tous les équipements. Point barre, c'est réglé. Vous choisissez votre couleur, toutes les couleurs sont proposées de série. C'est très simple et vous avez juste à choisir les extensions de garantie et c'est tout. Donc la simplicité, c'est le vœu de Suzuki. Alors les différences les plus notables sur cette Suzuki Across se situent au niveau de la face avant. Elle a été redessinée par rapport au Toyota RAV4. On peut noter qu'on a des optiques qui ont été redessinées. Ils sont plus jolis, ils paraissent plus fins, c'est plus design. On a une très belle signature lumineuse ici. Ensuite, on peut noter qu'on a un spoiler spécifique qui est très ouvert, très aéré avec de grandes grilles noires laquées. On en a une centrale, on en a sur les côtés avec les anti-brouillards. Et puis on peut noter qu'en bas, on a cette finition, ce sabot aluminium. C'est plus sympa, c'est plus joli. Alors on va pas se mentir, entre la RAV4 et la Across, il y en a une qui sourit et il y en a une qui fait la gueule. Je vous laisse me dire en commentaire laquelle sourit. Je pense que vous avez deviné en voyant les images que je vais vous mettre là. Alors on peut noter sur cette Suzuki Across qu'on a des gros rétros. Ils sont pratiques, ils sont beaux, ils ont une finition ici chromée avec le rappel du clignotant et je peux vous dire qu'ils sont bien pratiques parce que c'est quand même un beau bébé sur la route, ça prend de la place et c'est pas mal de savoir où on met les roues et avoir un large regard sur l'arrière et savoir ce qui se passe derrière. Alors à l'arrière, pas de changement par rapport au RAV4, toujours cette courte lunette arrière, ce petit béquet qui revient sur le haut du hayon. On peut noter qu'on a les mêmes feux, le bandeau aluminium. On a le sigle Suzuki parce que c'est une Suzuki évidemment. On retrouve ce spoiler avec les deux sorties d'échappement de chaque côté. Et on peut voir ici qu'on a le logo plug-in hybride puisque cette voiture est un véhicule hybride rechargeable.
Alors sous le capot de cette Suzuki Across, on retrouve un moteur plug-in hybride. C'est un moteur 4 cylindres de 2500 cm3. Il développe 185 chevaux pour un couple de 270 Nm et il est combiné ici à un système hybride constitué de 3 moteurs. Alors j'insiste lourdement sur les 3 moteurs parce que précédemment, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit non, c'est pas vrai, sur le RAV4, il n'y a pas 3 moteurs, il y en a 2, nanani nana, j'ai eu plein de commentaires. Et ben non, sur le communiqué de presse, Suzuki annonce bien 3 moteurs sur cette voiture. On en a 2 situés au niveau du train avant qui développent 134 kW. Et on en a un troisième sur le train arrière qui développe une puissance de 40 kW et qui permet d'assurer la transmission intégrale de cette voiture. C'est le système e-4 de chez Toyota. Donc cette voiture, c'est bien une 4 roues motrices. Elle a bien 3 moteurs. J'en suis désolé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, donc c'est comme ça. C'est sur la fiche technique. Alors la puissance cumulée avec le moteur thermique et le moteur électrique est de 306 chevaux. Donc c'est pas mal. Même si la voiture pèse 2 tonnes, ça donne des performances intéressantes. Suzuki annonce un 0 à 100 en 6 secondes pour une vitesse maxi de 180 km/h. Pour le reste, au-delà de la transmission intégrale, on peut noter qu'on a une boîte de vitesse ICVT, toujours de chez Toyota. Alors là, encore une fois, grand débat. Est-ce qu'il y a 6 vitesses, est-ce qu'il n'y en a pas? Je dois avouer, moi j'en ai trouvé 6, puisque vous avez des palettes au volant. Vous pouvez rétrograder, vous êtes en 6e, vous êtes en 4e, vous avez besoin de puissance, vous repartez. Donc ça rétrograde. Donc dites-moi ce que vous en pensez également. En tout cas, c'est la transmission ICVT de chez Toyota sur cette voiture. Et pour le reste, on peut noter que cette voiture dispose d'un chargeur plus puissant pour recharger la batterie qui développe une puissance de 18,1 kWh. C'est un chargeur de 6,6 kW. Précédemment, c'était 3,3 et ça permet de recharger cette voiture en 3 heures au lieu de 5 heures. Alors, au niveau de l'habitacle de cette Suzuki Across, on peut voir qu'on a une ouverture-fermeture sans clé avec un système de démarrage sans clé. Ici, on a une finition sur les contreportes qui est plutôt sympa. On a du cuir. Alors, je ne sais pas si c'est du cuir, mais c'est plutôt joli. Ici, on a une couture rouge. C'est souple. Une finition aluminium sur les poignées. Bon, c'est en plastique, ça. Ici, on a 4 vitres électriques. Les rétros. Ici, on a des plastiques un peu durs. Mais bon, j'ai vu pire. Ici, il y a une signature Across avec un rangement. On a de très beaux sièges, ils sont très bien dessinés, très confortables, ils sont très sympas à l'usage. On a une finition cuir anthracite avec liseré rouge, c'est plutôt sympa. Le siège conducteur est électrique avec réglage lombaire. On a un siège manuel de l'autre côté sans réglage lombaire. Ils sont chauffants les sièges, on a 2 positions dessus. Et pour le reste, on a une planche de bord identique au Toyota RAV4 avec entre autres ce volant 3 branches. Le volant est chauffant, on a un petit bouton ici là, je vous montrerai tout à l'heure, mais voilà. On a les commandes que je vais vous montrer tout à l'heure également. Le volant est chauffant que sur cette partie là, de chaque côté, pas intégralement. Et pour le reste, pour la planche de bord, eh ben, il a une belle finition. Ici c'est moussé, vous voyez. Voilà, on a un design qui est moderne, c'est très droit, mais bon, c'est sympa. Ici c'est moussé aussi avec du cuir, avec une surpique rouge. Cette Suzuki Across 2023 a des améliorations, on va le voir tout de suite. Alors je vais démarrer la voiture. Voilà. Et on peut voir qu'on a un nouveau combiné d'instruments. Avant il faisait 7 pouces avec des aiguilles et aujourd'hui il est totalement numérique avec une taille de 12 pouces. On peut tout changer, on peut changer tous les menus. On appuie sur le petit volant là, voilà. Et là, alors là, une palanquée de réglages. On peut aller à gauche, on peut tout changer, on peut tout mettre. Voilà. La consommation. Les scores de conduite éco, on peut tout régler. Et ensuite, on revient, on redescend. On peut sélectionner les paramètres. On a toutes les aides à la conduite. Alors, il y a une palanquée d'aides à la conduite sur cette voiture, mais on en parlera un petit peu plus tard. Et pour le reste, on peut voir ici qu'on a l'autonomie avec le moteur thermique, 785 km. La distance qu'on peut parcourir avec la batterie. Alors, à savoir que la batterie, mais ça j'en parlerai durant l'essai, on peut faire 70 km environ, 70-75 en cycle mixte. Et en ville, on peut faire jusqu'à 90 km. Donc c'est pas mal du tout. Donc ici, on peut régler tout ce qui est radio, le son. On a les petits commodos derrière ici. On a des palettes au volant, comme je le disais tout à l'heure, qui permettent de changer les vitesses. Alors je vais la mettre en route, la voiture, voilà. Je l'ai éteinte, pardon. Je
Je recommence. Voilà, là elle est en route. Voilà, là elle est en route. Pour le reste, ici on peut noter qu'on a la commutation automatique des feux, croisement feu de route, le pare-brise chauffant, le volant chauffant comme je disais, l'ouverture du coffre à distance, qui peut s'ouvrir avec le pied d'ailleurs, un système d'ouverture. Et autre nouveauté sur cette voiture, on a une tablette au centre qui est de 10 pouces. Donc là, alors c'est pas une tablette complète comme sur un Toyota RAV4, hein. On a simplement les sources audio, on peut mettre la radio, connecter son téléphone avec Android Auto et Apple CarPlay. Alors à noter que l'Android Auto est filaire et l'Apple CarPlay est sans fil. C'est un petit peu dommage, je vous montrerai après, moi j'ai Android Auto, donc il faut le brancher. Et on n'a pas de GPS sur cette voiture, Suzuki a fait le choix de l'économie. Donc on n'a pas de GPS intégré, mais franchement, encore une fois, comme je le disais sur la Waze, ça ne sert à rien parce qu'on utilise tous Waze, on préfère ça. Donc voilà, alors du coup je vais brancher mon téléphone. A few moments later. Donc voilà, mon téléphone s'est initialisé, on a l'Android Auto, ici on a Waze, ensuite on a la musique, les médias, le téléphone, voilà, on a plein de choses. On peut tout régler, donc je vais retourner ici. Donc c'est sympa, c'est clair, c'est lumineux. Et en dessous, ici, on a la climatisation. Alors elle est particulière parce qu'en fait, il y a un détecteur de présence. C'est-à-dire que là, vous voyez, je suis tout seul. Il n'y a que le côté gauche qui chauffe. Si quelqu'un était installé, ça s'allumerait ici. Donc c'est pas mal. Ici, on peut déconnecter l'anti-patinage, les sièges chauffants, l'OI. Voilà, donc ici, on a le chargeur par induction. On a une prise allume-cigare, une prise USB qui permet de connecter son téléphone. On a 2 ranges bouteilles ici, ils sont assez grands. Le levier de vitesse de la boîte automatique. Ici le frein à main. Ici on a les différents modes de conduite. Alors j'en avais déjà parlé sur la Waze, ça change de couleur. Et là regardez, voilà. On a l'auto ici, ça permet de gérer automatiquement. On peut rouler en 100% électrique ou on laisse le système hybride choisir la conduite. Là on peut forcer la charge de la batterie, donc on appuie ici, ça met le moteur thermique en route. Et puis ensuite on a le mode trail qui permet de bloquer les différentiels pour se sortir d'un mauvais pas sur un terrain glissant. Et ici quand on tourne, on passe sur différents modes. On peut passer sur le mode éco, le mode sport et le mode normal en bleu. Donc il y a différentes couleurs et quand on appuie, ça interagit au niveau du combiné d'instruments. Donc là on passe en mode éco. On a une belle animation avec la Acros. Et ensuite on passe en sport ici, voilà, hop. Et là on repasse en mode normal. Donc c'est sympa. Et puis pour le reste, bah écoutez, ici on a un range lunettes, hein. Les Japonais aiment beaucoup ça. Ici on peut mettre les lumières, ce sont des LED. On a une finition noire sur le ciel de toit. Ici on a un rangement pour ranger des choses avec un accoudoir. Bon là j'ai toutes mes clés. On a une seconde prise ici. Donc il y a de quoi mettre pas mal de petites choses rangées. Ici on a un éclairage LED la nuit. C'est très sympa. Et puis on a cette boîte à gants, toujours avec une très grosse notice hein, chez les Japonais. Donc voilà. Au niveau de la planche de bord. Et puis pour le reste à l'arrière, ah oui, alors j'ai oublié de préciser, on a toujours le bouton pour ouvrir la trappe à carburant. On a 2 trappes hein, sur cette voiture, une pour le carburant et une pour la prise électrique, mais elle est manuelle en revanche. Donc pas de souci là-dessus. Ensuite on passe au niveau des places arrière. Alors là ça sonne parce que la clé n'est pas détectée parce qu'elle est dans ma poche. Alors là c'est génial parce qu'on a toujours cette finition intérieure avec le Sky ici, les surpiqûres. On a les sièges chauffants à l'arrière. Donc ça c'est bien, les enfants ont bien apprécié. Et puis surtout, on a 2 aumônières. Vous savez, chez Suzuki, vous avez dit qu'il n'y en avait qu'une, et bien là il y en a 2. Et surtout, on peut voir qu'on a beaucoup d'espace dans cette voiture. C'est large, on a de la place pour les jambes, on a un accoudoir central, on peut mettre 2 gobelets. Et franchement, on est bien. On peut monter à 5 confortablement. Non, c'est pas mal du tout, cet habitacle. Franchement, elle est accueillante et surtout, elle est très confortable. Mais on en parlera durant l'essai. Et j'ai oublié de préciser ici qu'on a 2 aérateurs avec ici 2 prises USB-C en dessous, éclairées. Donc ça, c'est bien.
Alors il y a un truc qui m'a surpris sur cette voiture, c'est qu'ici on a un cache en plastique. Alors ça c'est un peu dommage parce qu'à mon avis ça doit se rayer de peur à force avec le temps. C'est un petit peu dommage mais bon, c'est comme ça. La voiture est ainsi. Alors sur cette Acros, on a un volume de coffre intéressant. On peut noter qu'on peut l'ouvrir avec un système ouverture-fermeture automatique qu'on active avec le pied. Voilà, ça sonne et ça va s'ouvrir. Ça nous donne un volume de coffre de 490 litres avec les banquettes relevées. On peut noter qu'ici, on a une prise 220-150 watts, une prise allume-cigare, des rangements. Ici, on a le sac avec les câbles de charge. On a le chargeur sur 220 volts fourni avec et on a un supplément pour le câble de charge pour les bornes. Je ne l'ai pas vu dans les options. C'est étonnant, c'est surprenant. Et puis là, on peut voir qu'on a une roue de secours galette avec des petits rangements sur les côtés. Et donc, si on le souhaite, on peut faire évoluer ce coffre de deux manières. Alors, soit on repousse les banquettes. On a deux positions. Alors, regardez, on va la claquer. Voilà. Voilà. Donc là, on a écarté ici, on a plus de volume. On peut les remettre pour voyager plus confortablement. Et si on veut, ce qu'on fait, c'est qu'on baisse complètement les banquettes. Voilà, on va enlever celui-là, le rideau. Et là, on a un volume de 1604 litres. Donc c'est très logeable, on a un plancher plat, c'est sympa. Petit bémol sur cette voiture que j'ai noté, c'est que, je vais remettre le rideau, voilà, on n'a pas de store qui permet d'arrêter les objets. C'est-à-dire qu'on peut charger jusqu'à là, ici, et ensuite, bah là, il n'y a rien qui retient. Alors toujours pareil, j'ai pas vu ça dans le catalogue des options. Est-ce que c'est disponible? Dites-moi en commentaire si vous le savez. Moi, je ne l'ai pas trouvé, donc ça, c'est un petit bémol, parce que quand on veut charger grandement sans baisser les banquettes, c'est quand même un peu dangereux. C'est un peu dommage. Donc voilà, une belle capacité pour cette Suzuki Acros dans le domaine du chargement. Donc un très très bon point. Donc bienvenue à bord de cette Suzuki Acros. Alors avant toute chose, je tiens à m'excuser parce qu'entre le moment où je vous ai présenté l'extérieur de la voiture et l'essai routier, j'ai attrapé un coup de froid et je suis en train de perdre ma voix. Je vais essayer de faire quelque chose de bien, mais ça va être un peu compliqué. J'espère que ça ne va pas être désagréable en image pour vous. Je m'en excuse 1000 fois. Alors on débute cet essai de cette Suzuki Acros en ville. Donc évidemment, quand on démarre le véhicule avec le système hybride, on est sur le mode électrique d'entrée. Écoutez, c'est quand même agréable, on n'a pas de bruit évidemment, comme tout véhicule électrique. Et puis au-delà de ça, la voiture elle est plutôt sympa parce que même si elle est lourde, si elle fait 2 tonnes, ça roule plutôt bien. C'est agréable. La batterie de 18,1 kWh permet une autonomie en cycle mixte de 70 km et en ville on peut faire jusqu'à 90 km, donc c'est pas mal du tout. Et comme je l'évoquais au niveau de la recharge, avec le nouveau chargeur de 6,6 kW dans la voiture, on recharge en 3 heures au lieu de 5 heures, donc ça c'est quand même pas mal. Et ensuite, si on le souhaite, si vraiment on n'a pas de borne et on ne peut pas charger, on peut recharger directement la batterie avec le moteur thermique. Donc on appuie ici sur le petit bouton là et ça permet de forcer la charge de la batterie. Alors évidemment c'est au détriment de la consommation avec le moteur thermique, mais ça permet quand même de récupérer du courant pour quand on fait des longs trajets sur autoroute. Par exemple, quand on arrive dans une ville, on passe au mode électrique et on a rechargé sa batterie. Alors évidemment on utilisera ce système dans des zones où on a tendance à freiner afin de régénérer plus facilement la batterie. On le voit à l'usage, hein. Vous voyez là je suis en arrêt. Quand on roule, on a un cadran là ici, un compteur qui indique charge, éco et power. Donc évidemment, pour optimiser l'autonomie de la voiture, on va essayer de rouler en éco. Vous voyez là, j'ai pas besoin d'accélérer trop. Et surtout, quand je vais lâcher l'accélérateur, regardez là ici, ça descend. Et si je freine, ça s'optimise et on peut même aller jusqu'à quasiment 100% en fait. Donc évidemment, la batterie se recharge mieux, plus rapidement, donc il vaut mieux le privilégier sur des trajets où on utilise les freins. Après, on va pas se mentir, au niveau de la consommation électrique, moi j'ai eu beaucoup de mal à descendre sous les 20 kWh au 100 km. C'est très difficile, la voiture est quand même très très lourde. En plus là on est en hiver, donc évidemment c'est difficile de descendre sous les 20 kWh au 100 km. Alors par contre, il y a une chose intéressante sur cette voiture, c'est qu'au niveau de la clé, on a une petite touche AC qui permet, quand la voiture est en charge, qu'elle est branchée,
Quand on appuie dessus, ça active le système de chauffage avec la température qui était réglée lorsque la voiture a été arrêtée. Et pendant 20 minutes, la voiture se met en chauffe et elle se coupe. Donc l'avantage de ce système, c'est que ça permet de chauffer la voiture avant de partir sans consommer de l'énergie sur la batterie puisqu'on est sur le secteur. Donc ça, c'est quand même bienvenu. Ensuite, on peut voir qu'au niveau de la tablette centrale, on a toutes les informations liées au système hybride et électrique. Là, on régénère la batterie. On voit qu'on renvoie de l'énergie sur la batterie. Et quand on accélère, bah écoutez, la batterie renvoie son énergie sur les moteurs et ça permet de savoir où on en est. Et quand le moteur thermique, enfin le système hybride est activé pour combiner les deux, on voit que le moteur thermique se met en route et renvoie de l'énergie. Enfin voilà, bon, c'est assez habituel, hein, vous connaissez ça aujourd'hui, ça commence à être assez commun. Non, bah écoutez, cette voiture en roulage en ville en électrique, elle est géniale, d'autant que les performances ne sont pas inintéressantes. On a un 0 à 100 qui s'effectue en 10 secondes, donc c'est pas mal. Et là, vous voyez, quand on accélère, bah, on a des watts. À noter qu'on peut rouler jusqu'à 135 km/h avec ce mode. Alors évidemment, plus on roule vite, plus la batterie se décharge vite. L'idéal, c'est de rouler entre 70 et 80 km/h. Là, on a une belle autonomie. Durant mon essai, moi j'étais en province, je devais aller faire des courses. J'ai des commerçants qui sont à 20 km. Avec une batterie chargée, j'ai pu faire 2 fois l'aller-retour. Donc j'ai fait à peu près 80-90 km en tournant un petit peu sur place. Donc c'est pas mal du tout. Le mode électrique permet vraiment d'éviter la consommation de carburant et ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors ce mode 100% électrique, hein, comme je le disais, il permet de rouler jusqu'à 135 km/h. Et puis après, bah, écoutez, quand on est au-dessus, hein, on a le système hybride qui s'active. Là, ça permet de combiner les deux, le moteur thermique, le moteur électrique. Et dans ces conditions, eh ben, écoutez, la voiture, elle est toujours aussi agréable. Les transitions thermiques, électriques, on ne les sent absolument pas. Franchement, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien du tout. Hein. J'ai rien noté, c'est vraiment génial. Le système est hyper réactif, alors que ce soit en mode éco ou en mode normal ou en mode sport. Évidemment, les performances sont différentes, les cartographies ne sont pas les mêmes. Et en revanche, dans le mode sport, quand on l'active, on a des performances intéressantes puisque le 0 à 100 s'effectue en 6 secondes. Donc c'est pas mal du tout. C'est une voiture qui est quand même assez performante. Hein. On sent, ça marche bien. Hein. Vraiment, on a des beaux départs au péage. Hein. J'ai pu tester ça. Et surtout, on a de très très belles reprises dans ce mode. Là, par exemple, vous voyez, ça relance bien. Non, c'est une voiture qui est quand même assez performante. Et d'ailleurs, il faut se méfier parce que quand on accélère sur certaines portions d'autoroute, on prend très vite des vitesses supérieures et franchement, on s'en rend pas compte parce que la voiture filtre vraiment tout. Et comme je vous le disais, on a un confort qui est exceptionnel. Donc on est sur une espèce de tapis volant. C'est une voiture qui est vraiment très agréable à l'usage. Alors on a toujours cette boîte ICVT hein, qui est un petit peu surprenante dans son fonctionnement puisque c'est une accélération continue. On n'a pas de coupure de rapport. Même si je vous l'ai dit dans la présentation, on a 6 rapports, je vais vous le prouver d'ailleurs, regardez là, vous voyez, je suis en D, ici là, et quand je rétrograde, je suis en 3e, voilà, là on entend. Et là je change de rapport, donc je sais pas, il y en a qui disent qu'il y a des rapports, il y en a qui disent pas, j'avoue là, j'attends vos commentaires à ce sujet-là parce que je n'ai pas trouvé la réponse à ma question. Alors, au niveau des consommations dans le mode thermique, alors là, c'est un petit peu le sujet qui fâche. Moi, j'ai eu du mal à descendre en dessous des 7 litres. J'ai fait 7 litres 2 sur autoroute. J'ai même fait 7 litres 7 au tout début. Alors après, c'est un apprentissage. Hein. Il faut savoir l'utiliser, cette voiture. On n'accélère pas trop. On reste dans sa zone éco pour ne pas trop consommer. Enfin, voilà, donc il faut vraiment, il y a un mode d'emploi à connaître. On va favoriser le mode normal ou le mode éco quand on n'a pas besoin de puissance. Moi, le mieux que j'ai pu faire en thermique avec cette voiture, c'est 700 km, sachant que ça évolue évidemment selon comment vous roulez. Et surtout si vous utilisez le régulateur de vitesse adaptatif qui a tendance en fait, dès que le champ est ouvert, à accélérer fortement pour reprendre sa vitesse. Vous connaissez bien le fonctionnement du régulateur de vitesse adaptatif, hein, c'est-à-dire que vous mettez une vitesse avec une distance et la voiture va garder cette distance et surtout adapter sa vitesse par rapport au trafic qui est devant. Et quand ça se dégage, bah, la voiture pour relancer, pour revenir à sa vitesse programmée, elle va accélérer fortement et du coup nous, quand on le fait manuellement, on a tendance à accélérer plus doucement donc on consomme un petit peu moins. Donc ça peut changer mais bon effectivement,
Au niveau du risque, au niveau de la sécurité, mieux vaut rouler avec le régulateur adaptatif. Ça permet à la voiture de garder le système de freinage automatique, de réagir, de prévenir. Enfin voilà. Donc après, à chacun ses choix. Alors après, au niveau du comportement routier, on va pas se mentir, cette voiture n'est pas une sportive. C'est une voiture qui est faite pour rouler dans le confort, à la vitesse légale. On va rouler à 130, voilà, on va prendre son temps. Vraiment, elle est top pour ça. Mais faire des chronos avec ça, non, ça va être très compliqué. On a une suspension qui travaille très bien, mais elle est plus typée confort qu'efficace. La prise de roulis, on la sent un petit peu quand même, il y en a un tout petit peu. Mais ça reste quand même très homogène et très agréable et très sécurisant sur route ouverte. Donc non, non, et vous ne prendrez aucun risque avec votre famille dans cette voiture. Et surtout, tout le monde sera décontracté. Les enfants ont de la place à l'arrière, ils ont leur siège chauffant. Alors ça a été le truc qui a plu à mes enfants pendant l'essai. Donc non, non, c'est un véhicule familial pour rouler longtemps et se faire plaisir au volant, décontracté, sans stress. Donc non, non, vraiment une voiture très agréable. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah écoutez, au niveau du système à 4 roues motrices, on va pas se mentir, c'est plus un système qui permet de rouler dans des conditions de route glissante, hein, genre neige ou boue. On va pas aller faire du off-road avec cette voiture, même si avec le mode trail, on peut bloquer les différentiels. Donc oui, c'est vraiment un système qui est fait pour se sortir d'un mauvais pas quand on va quelque part ou si on a de la neige ou de la pluie et qu'on a des pertes d'adhérence. Mais sinon, non, c'est pas un véhicule tout terrain. Sinon, bah écoutez, pour conclure cet essai, qu'est-ce qu'on va dire de cette Suzuki Across? Eh ben, c'est une excellente routière. Franchement, c'est une voiture avec laquelle on prend beaucoup de plaisir à rouler. Un excellent choix. Alors, au niveau des tarifs, cette voiture débute à 51 290 euros. Je vous le disais, on n'a pas différentes gammes, on n'a qu'une gamme, on a tous les équipements qui sont dedans. On peut rajouter un attelage à l'arrière, il y a quelques équipements. Sur le configurateur, on peut mettre des options de garantie, mais c'est tout. Donc voilà, c'est une voiture qui en termes de prix est quand même pas mal, très, très concurrentielle, on va pas se mentir. Et puis franchement, si vous optez pour cette voiture, je pense que vous ne serez pas déçus parce que c'est vraiment un véhicule très agréable à l'usage. Donc voilà, on arrive au terme de cet essai de cette Suzuki Across. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur mes réseaux sociaux. Je tiens d'ailleurs à ce sujet à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vraiment, merci pour tout. C'est génial de votre part. Ça m'aide énormément dans le fait de vouloir continuer et avancer. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux essais sur Test and Driving. Allez, ciao!